Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée demande l'implication personnelle du chef de l'État pour une sortie de crise. Ses représentants ont rencontré hier mercredi le gouvernement. Toujours aucune avancée dans les discussions. 2 jours après l'installation du nouveau maire de Kindia, les dégâts matériels sont énormes sur le terrain. Le ministre Bourema Condé joue la carte de l'apaisement. En Somalie, la population se méfie du système bancaire. La monnaie n'a presque plus aucune valeur. La population change la règle à travers l'instauration du portefeuille électrique pour les petits achats du quotidien. Je vous le disais à l'instant, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et le gouvernement étaient de nouveau mercredi sur la table de négociation, mais les lignes ne bougent toujours pas. C'est pourquoi le représentant du SLEG demande l'implication du chef de l'État. Mariam Fodé Camara et Lamine Silla lui ont tendu le micro suivi. Une nouvelle rencontre du gouvernement avec le SLEG qui ne donne rien. La fixation du salaire de base à 8 millions de francs guinéens n'est toujours pas acquise et les positions restent figées. Le représentant du SLEG à cette négociation réaffirme sa décision. Hier, nous étions autour de la table de négociation en ce qui concerne les 8 millions, ce qui est notre revendication majeure. Mais les représentants du gouvernement ont dit qu'ils ne peuvent pas accéder à cette revendication compte tenu des contraintes budgétaires, Banque mondiale, FMI. Nous leur avons dit ceci. Nous sommes des messagers des enseignants. Les enseignants nous ont dit, de 8 millions, il faudrait qu'on obtienne quelque chose avant d'aller en classe. Le droit ne se donne pas. Il s'arrache par la lutte et dans la lutte. Si les gens pensent qu'en jouant avec l'usure du temps, nous allons nous décourager, l'on s'en fout. Nous, cette stratégie de nous faire perdre du temps, ça ne nous décourage nullement. Au contraire, ça nous galvanise davantage. Parce que ce que nous défendons, ce sont nos droits. Il demande l'implication du chef de l'État et d'autres commis qui ont participé à la signature de l'accord du 13 mars dernier pour une issue favorable. Mais ce que je veux demander, humblement, au président de la République, en tant que chef de l'État, président de la République, garant de la paix, de l'unité nationale et du développement, de s'impliquer. Alors là, on entend ça et là qu'il y a des remous. Donc, au lieu de prévenir, vaut mieux guérir. Donc, nous attendons du chef de l'État la solution à notre problème. Nous avons tenté plusieurs fois de rencontrer en vain l'inspecteur général du travail. Vive colère des populations de Kakoulimaya ce jeudi. Elles protestent contre une descente musclée d'une unité de la gendarmerie de Koya. Mercredi soir, dans les concessions, 6 personnes ont été blessées. Des violences nées d'un conflit domanial pourtant tranché par la justice. Les explications de Mohamed Amaro Camara et de Yacouba Traoré. C'est un conflit domanial qui oppose 2 grandes familles de la localité. Il dure depuis maintenant 7 ans. Donc ils ont commencé par à Koya ici, ils sont partis jusqu'à la Cour suprême. La famille Oulata a eu raison, d'après la Cour suprême. Maintenant, pour l'exécution de cet arrêt de justice, il y a eu des problèmes parce que la famille qui a perdu, la famille d'Antoumaya, s'est opposée. Donc c'est ce qui a conduit au blocage d'une route qui mène au site proprement dit. Une unité de la gendarmerie de Koya est intervenue mercredi soir. C'était aux environs de 18 h. Ce matin, si les populations étaient en colère, c'était pour protester contre les férocités qui ont caractérisé la descente des forces de l'ordre. Il y a eu affrontement entre les gendarmes et nous. 4 personnes ont reçu des balles. Ils ont violenté les gens. Ils ont défoncé les maisons et s'emparé des biens des occupants, des téléphones, de l'argent. Tout a été emporté. Même la mosquée a été attaquée parce que des personnes prises de peur s'y étaient réfugiées. Ce sont au total 6 personnes qui ont été blessées. Al-Khali Souma,
a failli y perdre la vie. J'étais venu acheter de la cigarette. C'est au niveau du marché où nous nous sommes rencontrés. Je ne pouvais plus fuir. J'ai remarqué que mon frère était déjà interpellé. C'est ainsi que j'ai été arrêté à mon tour. Ils m'ont battu avant de me donner un coup de crosse sur la tête. Il s'agit d'un vaste domaine de plus d'une centaine d'hectares. Les natifs de Kakulimaya n'ont trouvé aucun obstacle à l'arrêt de la justice, mais s'opposent catégoriquement à une quelconque expropriation arbitraire. Nous sommes en train de défendre nos terres. Nous ne céderons aucune parcelle. Tout ce que l'on exige, c'est une délimitation entre nous et ces domaines conflictuels. Le calme est intervenu un peu plus tard après une réunion de crise regroupant l'ensemble des autorités de la localité. L'affaire est transférée à la préfecture de Koya afin de trouver une solution définitive. 48 heures après l'installation du nouveau maire de Kindia et les violences de la veille, le bilan des dégâts est énorme. Des édifices privés ont été vandalisés. Les victimes condamnent et le ministre Bourema Condé joue à l'apaisement. Le calme revient peu à peu dans la cité. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. À vue d'œil, on a l'impression que la maison n'a rien subi. Mais quelques pas suffisent pour se rendre compte de l'évidence. Seules les portes et les fenêtres ont résisté aux assaillants, pas les vitres. À l'intérieur, tout est dévalisé et emporté. Aucun interlocuteur pour expliquer les circonstances. Les voisins directs ne veulent pas non plus se prononcer sur le sujet. Nous quittons la maison de la belle-mère du chef de file de l'opposition. Son candidat à la mairie de Kindia a passé des moments mouvementés. Plus de 10, 12 je crois gaz lacrymogènes, 4 balles de fusil automatique, des gens cagoulés avec des tenues militaires. Nous estimons que l'État doit agir. Les habitations de ses collaborateurs directs sont détruites, confie-t-il. Au passage, il exprime une pensée vis-à-vis des citoyens atteints dans leur intégrité physique. La maison de mon cadre de Wondima, Mamadou Diané, a été vandalisée. La maison de mon garde du corps, monsieur Abakar Fatou Sidla, à la gare ici, a été vandalisée parce que c'est mon garde du corps, mon condisciple de l'école primaire. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans tout Kindia, et plus particulièrement où il y a eu des morts, des blessés, mais également à Tafori, dans la concession de Hadja Maimouna Diallo. Le ministre de l'administration, de passage, joue à l'apaisement et appelle à la retenue. Quelle que soit la dangerosité d'une situation, nous pensons qu'on peut la résoudre autrement que par la violence. La violence n'a jamais rien apporté, sinon amertume et regret. Mercredi, la ville était calme, mais le commerce toujours fermé. Et les services de sécurité sont postés dans des endroits stratégiques. De retour à Conakry, 2 morts et 2 personnes dans un état critique. C'est le bilan d'un incendie survenu ce mercredi dans le quartier Taouya, secteur Balabou. D'après les informations recueillies sur place, un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Abdourahmane Ba et Abdoulaye Kamara. Ces débris sont les traces d'un incendie survenu la nuit du mercredi au jeudi aux environs de minuit. Le bilan est lourd. 2 morts, toutes des femmes, dont une sexagénaire. Les 2 autres hospitalisés sont dans un état critique. Quand ils ont défoncé la porte, ils ont trouvé, pour une première, la petite qui était couchée juste au bas de la porte. Ça veut dire qu'elle avait essayé d'ouvrir, elle n'a pas pu. Donc on a fait sortir la petite. Après, ils ont fait sortir les 3 autres. Et les 2 qui étaient au CMC de Ratoma ont tous rendu l'âme. Une jeune dame. D'après les informations recueillies sur place, le disjoncteur aurait pris feu qui s'est propagé dans toute la pièce occupée par plusieurs objets. Mais cet expert de la société EDG ne tire pas vite cette conclusion. Pour le moment, on ne peut rien parce qu'on a vu tout est calciné à l'intérieur.
Sinon, la première chose d'abord, tout est noir. La première chose d'abord, c'est de voir la nature du disjoncteur, comment le disjoncteur est réglé. Vous comprenez? Pour que le disjoncteur intervienne, il faut que le calibrage soit respecté en fonction de l'abonnement du client. Cet incendie n'est pas le premier à Taouya. L'adjoint du président du conseil du quartier, lui, fustige la mauvaise qualité des câbles actuellement vendus sur le marché. Avant, si les parents partaient chercher des fils de câbles électriques là, tout était des mêmes qualités. Les qualités c'était les mêmes et c'est garanti. Durée on sait. Mais alors là, si tu vois les fils, tu peux toucher le fil, tu le branches aujourd'hui, il pète aujourd'hui. Donc ça dit à la qualité des fils. Des enfants ont été sauvés de ce drame. Les 2 autres hospitalisés bénéficient de soins intensifs. Autre chose dans ce journal, une mission de l'Union européenne et de la France est arrivée ce mercredi à Conakry. Son objectif, éliminer les munitions anciennes et dangereuses de la ville de Kankan, sécuriser le site et prévenir tout risque pour les populations. Cette mission s'inscrit dans la continuité de 2 précédentes campagnes dépollution pyrotechnique menées en 2014 et 2016 à Kindia. Plus de 600 tonnes de munitions dispersées dans la zone et détenues par les populations avaient pu être neutralisées. Alseni Bari, Yacouba Traoré pour plus de détails. C'est une nouvelle opération de destruction d'anciens stocks de munitions. Elle va démarrer le 22 octobre 2018 et s'étendra sur 40 jours. Elle s'inscrit dans la continuité de la campagne de dépollution pyrotechnique de Kindia de 2014 en 2016, avec la destruction de plus de 600 tonnes de munitions. Elle vise donc à éliminer les anciennes mines, sécuriser le site et prévenir tout risque pour les populations riveraines. La présence à Kankan de zones d'enfouissement de plusieurs dizaines de tonnes de munitions constitue en effet un risque majeur pour la population. La colonisation de ces zones dans la ville même de Kankan et les activités menées dans leur alentour font de ces zones des sites prioritaires à sécuriser. L'opération est financée par l'Union européenne et la France à hauteur de 15 milliards de francs guinéens. La Guinée doit s'acquitter du côté logistique. Cette opération doit également bénéficier d'un appui majeur de la partie guinéenne pendant toute sa durée, avec la mise à disposition des engins nécessaires, le soutien en carburant et en matériel divers, la mobilisation des démineurs et du personnel de soutien guinéen, comme pompiers, génie service. Cette campagne est conduite donc par la sécurité civile française avec l'appui des forces armées guinéennes et les services de protection civile. Les autorités militaires invitent la population de Kankan à une franche collaboration. C'est le lieu de réaffirmer la disponibilité totale du ministère de la Défense nationale à travers ses services techniques à tout mettre en œuvre pour la réussite de votre mission. Aussi, nous profitons de l'occasion pour solliciter l'engagement de la population sur place à soutenir votre travail en respectant les différentes consignes de sécurité sur zone. A noter qu'en début du mois d'octobre, 80 officiers issus de l'armée et de la protection civile avaient bénéficié d'une formation de 10 jours, formation assurée par la sécurité civile française. Et puis, le député uninominal de l'Union des forces républicaines de Boké n'est plus. Sila Boké a tiré sa révérence à l'hôpital sino-guinéen. Parents, amis et camarades députés lui ont rendu un vibrant hommage ce jeudi au Palais du Peuple de Conakry. Mohamed Valek Touré et Tierno Sadouba. Allahumma Rabbana nas'aluka inna honorable Abdoulaye Silla, député uninominal de l'Union des forces républicaines de Boké, reçoit les derniers hommages. C'est ce mercredi 17 octobre que l'honorable député a rendu l'âme à l'hôpital sino-guinéen des suites d'une courte maladie, une nouvelle à laquelle ses camarades députés ont eu du mal à croire. Juste quelques heures avant sa mort, nous étions encore dans le bureau de l'honorable Dine Touré en train de discuter de nos projets, de ce que nous devons faire ensemble. Et mieux, pour des problèmes personnels entre lui et moi, à 19h, il m'a encore appelé comme pour me dire « Demain, il ne faut pas oublier ce qu'on s'est dit ». Et ce demain, j'ai été réveillé par l'honorable Dine pour m'annoncer son décès. Né en 1947 à Sarabaya, dans la région de Boké,
Honorable Abdoulaye Sylla était jusque-là le vice-président du groupe parlementaire Alliance républicaine et député uninominal de Bokeh. Rigoureux dans le travail, pédagogue qualifié comme le témoignent ses camarades députés, les cœurs sont inondés de compassion, difficile pour certains de retenir leurs larmes. C'était un homme affable, franc et direct, doublé d'un pédagogue soucieux de faire passer ses messages sans confrontation dans la diversité. Je demanderai à l'ensemble des députés de ne pas nous oublier. Pratiquement les funérailles, si l'enterrement est achevé, chacun se retourne chez lui et chacun s'occupe de ses enfants. Qui va s'occuper de nous? Qui va nous aider? Honorable Abdoulaye regagne sa dernière demeure ce vendredi à Sarabaya, dans la région de Bokeh. Et puis, nous l'avons appris dans la soirée, le secrétaire général du ministère des Travaux publics est décédé. Mamoudou Kadiata Kaba a rendu l'âme dans une clinique de la capitale des suites d'une courte maladie. Paix à l'âme des disparus. Les travaux de l'Association africaine de l'eau s'achèvent à Conakry. Les participants très nombreux ont pu échanger durant 3 jours sur des modèles qui peuvent amener leurs États respectifs à une bonne gestion de l'eau et un assainissement efficace. Djibril Ba et Ibrahim Assouma. L'eau occupe une place de choix pour la survie de l'être humain. De nos jours, sa gestion devient une préoccupation mondiale. En Afrique, quelques États se sont constitués en association pour définir au moment opportun un schéma directeur sur la gestion de leurs eaux. D'où cette rencontre à Conakry des membres de l'Association africaine de l'eau. Et aussi, il y a eu des termes assez intéressants aussi, comme je le disais, liés à la gestion commerciale. Et liés à la gestion commerciale pour permettre à nos entités d'avoir les meilleurs indicateurs de gestion et aussi permettre vraiment aux collaborateurs de rentabiliser le secteur dont nous avons la charge de la gestion. Les participants routiers ont apprécié l'atmosphère qui a prévalu ces 3 jours de formation. Donc nous avons beaucoup appris, on a même parlé des modèles qu'il faut adopter pour nos sociétés d'eau d'Afrique. J'ai été vraiment satisfait de cette formation, j'ai appris beaucoup. Je pense que du retour au pays, on pourra mettre en exergue tout ce que nous avons appris ici à Conakry. Plusieurs thématiques ont été abordées durant ce séminaire. L'invite a été faite donc aux États membres de l'Association africaine de l'eau de mettre en pratique les enseignements reçus à Conakry. Je vous invite à utiliser à bon escient les enseignements acquis au cours de ce séminaire pour plus d'efficacité et d'efficience dans la gestion de nos sociétés d'eau et d'assainissement. Depuis 1980, cette association existe avec une autre appellation, l'Union africaine des distributeurs d'eau. Il achète des écrans téléviseurs Bruxelles, sélectionne les bonnes pièces pour faire marcher des écrans chinois dont les propriétaires sont presque désespérés. Il s'appelle Abdul Jong et donne de la valeur à ce qu'on appelle le reconditionnement. Reportage Mamadou Saliouba et Ibrahim Assouma. De l'autre côté du monde, on les appelle France au revoir. En Afrique, ils sont les bienvenus. Des congélateurs de France, des machines à laver de l'Allemagne, des radios de l'Australie ou des postes téléviseurs de Bruxelles. Une grande fierté, mais les vendeurs, eux, connaissent quelques difficultés, notamment le transport de certains articles fragiles. Si tu as embarqué 50 par exemple, tu peux trouver dedans 5 qui sont cassés, ou bien plus des fois. Donc tout ça, ça fait défaut, quoi. Donc ceux qui sont cassés, bon, on laisse ici pour les mêmes techniciens qui viennent chercher, qui ont des magasins aussi de revente des pièces détachées. Donc ils achètent ça avec nous, moins cher, et puis ils vont dépiécer ça pour revendre aussi à d'autres aussi qui viennent chercher les pièces. Et voici l'un des acheteurs. Abdul Jong est sénégalais et empile dans ses magasins des centaines de postes téléviseurs, tous rachetés chez les revendeurs de produits d'occasion. Il les éventre, sélectionne les pièces pour faire marcher d'autres appareils. Un client qui vient, son appareil est gâté,
tout n'est pas gâté dedans. Donc on récupère ce qui est bon, ce qui est gâté, on jette. Cela s'appelle le reconditionnement. Des produits d'occasion remis à neuf et revendus ensuite à la population. Un marché très florissant car ici le service après-vente est presque inexistant et les produits chinois n'ont pas de pièces de rechange. Au marché, il y a des commerçants qui quittent la Chine, qui quittent Dubaï, qui envoient des écrans neufs dans le carton. Mais malheureusement, ils n'amènent pas les pièces de rechange. Dans les autres pays, ces commerçants travaillent avec les techniciens, ils voyagent avec les techniciens. Arrivé là-bas, c'est les techniciens qui cherchent les pièces de rechange. Parce que tu ne peux pas vendre un écran qui est en panne. Au bout d'1 an, l'écran tombe en panne, il sera obligé de le jeter parce qu'il n'y a pas de rechange. Alors, il fait de son mieux pour soulager les clients, comme cet autre qui arrive avec un écran chinois. Le modèle là, on peut l'avoir parce que ça c'est Bluepunk qui est là, chinois. Mais nous on cherche les modèles de remplacement. Par exemple, un Sharp peut remplacer le Bluepunk, LG peut le remplacer. Donc c'est des écrans standards. Chaque jour, Abdul reçoit dans ses magasins des dizaines de clients. Ces écrans standards soulagent des centaines de personnes, mais pour certains postes téléviseurs chinois, il n'y a aucune solution. Ailleurs dans le monde, la monnaie mobile au cœur de l'économie du Somaliland, dans la République autoproclamée du Somaliland, où la population se méfie du système bancaire. La monnaie n'a quasiment plus aucune valeur. Le règlement des petits achats du quotidien se fait par téléphone grâce à un portefeuille électronique. Suivez. Pour acheter sa boisson fraîche, Abdi Hakim Osman n'a pas à sortir de monnaie. Pour payer, son téléphone suffit. Bienvenue au Somaliland où la modernité côtoie le dénuement. Ici, quasiment tout le monde utilise Zahad, un portefeuille électronique. Nous achetons tout avec des shillings du Somaliland avec notre portefeuille mobile. Vous devez d'abord déposer des dollars sur votre téléphone, puis vous les échangez en shillings du Somaliland et après vous pouvez faire vos achats en monnaie locale. Vous pouvez déposer 10, 20 ou 30 millions de shillings. Le pays a sa propre monnaie, lancée en 1994, mais aujourd'hui elle est complètement dévaluée. Même des poches pleines ne suffisent pas pour faire de simples achats. Dans les rues d'Hargeisa, il est très commun de voir ces courtiers avec des mètres cubes de billets. Pendant les 3 premières années, $1 américain valait entre 7500 et 8000 shillings somalilandais. Maintenant, c'est 10 000 shillings. Le Somaliland, qui s'est déclaré indépendant du reste de la Somalie en 1991, mais n'est officiellement reconnu par aucun pays, n'a que 2 banques. Et la population se méfie du système bancaire. La population ne dépose pas son argent dans les banques gouvernementales parce qu'elle ne leur fait pas confiance. Ils préfèrent le déposer dans des banques privées ou sur leur portefeuille mobile. Et c'est ce qui a contribué à la dévaluation de la monnaie et par conséquent rendu le dollar plus fort. Aujourd'hui, Zahad compte 850 000 utilisateurs, soit un quart de la population. Les détracteurs de ce système s'inquiètent du manque de régulation. La monnaie mobile n'est pas contrôlée par la Banque centrale. Pour d'autres, cette nouvelle économie d'apparence moderne leur donne l'espoir d'une reconnaissance internationale. Face au tourisme de masse, Montparnasse tente de garder son âme. 12 millions de visiteurs par an, des loyers qui flambent, des peintures victimes de la concurrence, des souvenirs de pacotille made in China. Montparnasse, dernier village de Paris, lutte pour ne pas perdre son âme dans le tourisme de masse. Sur les hauteurs de Montmartre, derrière les murs de cette petite maison typique de la Butte, les amateurs de chansons françaises se donnent rendez-vous depuis plus de 150 ans. Et certains viennent de loin pour passer la soirée dans le dernier cabaret du quartier. On a acheté les billets depuis le Danemark, donc on est là et on a hâte de voir ce qui va se passer. Ça va être authentique, l'accent, les chants et la comédie. À 90 ans, le propriétaire de ce lieu hors du temps continue d'assurer la billetterie et de chanter tous les soirs. Nous, c'est un bateau ici, c'est un bateau qui navigue tous les soirs, c'est comme les feux s'allument et on s'en va pendant 3 heures naviguer dans la chanson. Picasso, Georges Brassens, Charles Aznavour, ici de nombreux artistes avaient leurs habitudes. Le cabaret fait aujourd'hui figure de résistance dans un quartier en pleine mutation.
Autrefois petit faubourg bon marché aux portes de Paris, Montmartre est devenu un symbole de la capitale française. Le Sacré-Cœur, la place du Tertre, les ruelles pavées et désormais, ses 12 millions de visiteurs par an. Figure de la butte, le président de la République de Montmartre œuvre pour préserver l'esprit des lieux. On reste toujours très profondément attaché à Montmartre et à la défense de ses symboles, de ce qu'il est et de cet esprit qui est un esprit frondeur. Un esprit désormais menacé par le tourisme de masse. Les restaurants et les magasins de souvenirs ont tour à tour remplacé les commerces de proximité. Seule cette pharmacie a survécu. Quand nous sommes arrivés il y a 30 ans, on peut le dire, il y avait encore un traiteur, il y avait un boulanger, il y avait un bureau de tabac, il y avait une mercerie, il n'y avait pas beaucoup de choses. Le problème, c'est que les loyers ont flambé. C'est le foncier, comme dans tout Paris, le foncier a explosé. Avec des prix dépassant parfois les 20 000 € du mètre carré, la butte est de plus en plus réservée aux plus riches. Et la bataille de l'espace ne se joue pas seulement du côté des logements. Sur la place du Tertre, un autre combat a commencé. Les 300 peintres s'opposent à l'expansion des terrasses, en contradiction selon eux avec l'histoire du lieu et sa convivialité. L'idéal, ça serait que cette place publique sera partagée de manière équitable en 3 tiers. Un tiers pour les artistes, un tiers pour les touristes et les visiteurs et les services de sécurité, ce qui n'est pas beaucoup, et puis un tiers pour les terrasses, au lieu de 80% terrasses et 20% pour tous les autres. Des négociations sont en cours avec les autorités. Déjà concurrencés par les contrefaçons de peintures faites en Chine, les peintres préviennent. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils menacent d'aller poser leur pinceau ailleurs, une perte supplémentaire pour un quartier qui tente tant bien que mal de préserver son âme. Parlons culture maintenant, retrouver les vibrations africaines, c'est le souhait de la star ivoirienne du reggae Tiken Jah Fakoly qui réaffirme son panafricanisme en enregistrant son prochain album dans le studio flambant neuf qu'il vient d'installer dans le quartier populaire de Yopougon, c'est à Abidjan. Le deuxième album ont été enregistrés ici avec des musiciens ivoiriens et après j'ai fait la Jamaïque 4 fois, je suis allé en France, j'ai enregistré en France 1 fois, j'ai enregistré en Angleterre 1 fois. Ça va? Et puis là j'ai envie de retrouver le son reggae africain et c'est pourquoi je suis venu ici, c'est vraiment un choix artistique. C'est important d'investir en Afrique parce que je veux contribuer au développement du continent africain. Je chante l'Afrique, je défends l'Afrique et il est important que je pose des actes concrets. Tout le monde parle des États-Unis, tout le monde parle de l'Europe, de leurs forces. Mais ils sont forts parce qu'ils sont nombreux et ils ont mis leurs forces, les différentes forces ensemble. Et c'est ce qu'il faut à l'Afrique. Quand on sera ensemble, les 54 pays ensemble, les États-Unis d'Afrique ou bien l'Union africaine, concret, on gagne tous les combats. Ça fait un peu big Wolof, non? Et voilà qui met fin à ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Le programme continue sur Espace TV. Au revoir.